parce que j'alternais, je faisais aussi des films en prise de vue réelle, mais qui étaient toujours un peu conceptuels pour les raisons que je vous disais, parce que je n'avais pas des moyens énormes, donc je ne pouvais pas me lancer dans des récits très linéaires, avec des acteurs, avec des figurants et tout ça, puisque j'en avais pas les moyens. Mais peu à peu, j'ai eu un peu d'argent pour faire du cinéma, donc mes films ont commencé à devenir plus, j'allais dire, réalistes, entre guillemets. On va le voir, puisque là, on va passer Passera-t-il. Et Passera-t-il, justement, c'est peut-être une charnière entre un cinéma très réaliste. C'est la première fois que je dirigeais des comédiens dans Passera-t-il. Et j'y ajoute quand même, vous allez voir, je reste fidèle à l'animation dans Passera-t-il. Et c'est un film, justement, on en parlera après, qui est une mise en abîme du cinéma. Voilà, donc on va le regarder, puis on en parlera. Juste une petite remarque, oui, donc je disais que ce film était important, parce que vous avez été sollicité ensuite par Olivier Assayas sur Irma Vep. C'est beaucoup plus tard, enfin, c'est-à-dire que comme les gens qui font du grattage, il n'y en a pas 36 000 en France, donc mon nom circulait, les gens savaient que j'en avais fait, et dans les années, alors c'est plus récent, c'est Irma Vep, ça date, je crois, 96 ou 99, enfin un truc comme ça. Et Assayas a fait un film qui s'appelle Irma Vep, et c'est l'histoire d'un cinéaste qui veut faire un remake d'un film muet, voilà. Et ce film-là, il a beaucoup de mal à le faire. Finalement, il s'enferme dans sa chambre d'hôtel avec les rushs du film, et puis il finit par les gratter, les agresser et tout ça. Et à la fin du film, quand toute l'équipe vient dans la salle de cinéma voir le film, il se trouve que le film est complètement gratté par le réalisateur. Donc Assayas, ayant entendu mon nom circuler comme étant quelqu'un qui gratte de la pellicule, il m'a demandé de gratter les 10 dernières minutes du film, et c'est la séquence finale du film qu'on voit. Et donc du coup, c'est vrai que ça m'a fait un peu connaître, parce que les courts-métrages, obligatoirement, sont moins exposés que les longs. Le fait que Irma Vep à Cannes, voilà, ça soit un film qui soit sorti dans des conditions tout à fait normales, voilà, mon nom a été cité grâce à Irma Vep pour cette séquence finale qui dure, je sais pas, qui dure 5-6 minutes, je crois. Voilà. Avec eux, il y a une chance sur deux que cela soit flou. Attention, c'est à vous. Croyez-vous que cela puisse empirer? Tout dépend du support. Elle est toujours là? C'est grave. Et pas commode en plus. Heureusement, il ne change pas de place. Donc Passera-t-il, c'est en 1991. Donc le film, c'est très bizarre parce que je le revois maintenant, et il est beaucoup plus actuel maintenant qu'à l'époque en 91. Parce qu'en 91, on n'en était pas au numérique triomphant. Or, c'est vrai que maintenant, il prend d'autant plus de poids qu'on en est dans cette ambivalence des formats. C'est-à-dire que maintenant, quand on voit un film, on sait plus ce qu'on voit, s'il est en chimique, en numérique et tout ça est complètement flouté et complètement flou, quoi. C'est vrai que là, je joue sur la matière cinéma même, quoi. C'est-à-dire, c'est des acteurs. Au début, c'est très durassien. On voit deux personnages, un peu comme dans un Duras et tout ça. Ils semblent attendre quelqu'un. Il se trouve qu'ils attendent le passage du film, et c'est leur personnage même d'acteur complètement virtuel qui est mis en jeu. Il faut que le film passe, et ils en sont victimes. Et du coup, ils en sont d'autant plus victimes, puisque plus un film passe, plus l'image s'abîme et se dégrade. Et c'est une constante. Vous voyez, moi, mes préoccupations d'auteur avec la conservation de mes films, et je crois qu'on en est tous là. Maintenant, quand on parle avec des tas de cinéastes, ils ont beaucoup de soucis pour la préservation de leur œuvre, entre guillemets, parce que c'est pas évident de les préserver avec toutes les technologies actuelles et tout ça, et la perte des labos. Les labos ferment, donc on perd les originaux et tout ça. Donc le film parle un peu de ça, et eux s'inquiètent de leur tenue. Vont-ils être flous, vont-ils être nets? Il y a toujours des poussières qui rentrent dans l'appareil pour salir l'image. Et puis à côté de ça, elle est soucieuse parce qu'elle dit mais ça pourrait être en plus une diffusion vidéo. Pour eux, c'est encore pire. Or, il se trouve que maintenant, tout ça est complètement
flouté complètement. On ne sait pas, par exemple, là, ce qu'on voit quand vous allez au cinéma, ce qui est projeté, tout ça. Toutes ces techniques explosent et implosent totalement et font que l'image est partout, mais on ne sait pas vraiment d'où elle vient et comment elle fonctionne. Enfin, c'est de la virtualité totale. Donc, c'est un film qui joue là-dessus. Et il joue aussi sur une mise en abîme. C'est mon problème personnel, en fait, avec le spectacle vivant, car je ne suis pas du tout quelqu'un du spectacle vivant. Comme je vous l'ai expliqué, je viens totalement de l'image statique et de l'image des graphiques. Et eux aussi s'interrogent sur... ils ne savent pas s'ils voient du théâtre ou du cinéma, parce que pour moi, souvent, le cinéma est de la captation, quoi. C'est-à-dire qu'on capte des acteurs sans trop se soucier du médium cinéma. Voilà. Donc, c'est un film, finalement, je m'en rends compte, en le revoyant maintenant, je crois qu'à l'époque, je n'avais pas réalisé qu'il y avait toutes ces implications qui, finalement, me sont très personnelles, quoi. C'est assez rigolo. C'est un film que j'ai découvert en le revoyant il y a, je sais pas, 1 an, en disant, tiens, c'est marrant, parce qu'il en dit beaucoup plus que ce que je pensais en dire à l'époque, quoi, voilà. Personnellement, hein, c'est très égoïste, hein, ce que je vous raconte. Alors, c'est votre premier film avec des vrais dialogues. Alors, voilà, avec des dialogues. J'avais déjà eu des acteurs, hein, quand même. J'avais fait des films avec des acteurs et tout ça. Mais ça, d'abord, c'est pas obligatoirement des acteurs professionnels. Là, c'est 2 acteurs professionnels. C'est Marie Bunel, qui est une comédienne qu'on voit quand même très souvent. Maxime Leroux, qui a eu une très belle carrière, qui a disparu, hélas, depuis, et qui est rouennais comme moi. Donc, c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Et j'ai fait un autre film avec Maxime Leroux aussi. Donc, voilà, j'avais déjà tourné avec des comédiens, mais là, c'est la première fois qu'ils parlaient, que je les faisais vraiment jouer. On est en 91, après, j'en ai fait beaucoup d'autres. Hein. Parce que vous allez voir, par exemple, après, on va passer, je crois, les Énervés. Les Énervés de Jumièges, je l'ai fait avant, en 86, mais vous allez voir que les acteurs sont... D'abord, il n'y a pas de dialogue, et je les utilise vraiment... les pauvres, d'une manière très minimale. Voilà. Mais c'est vrai que les comédiens m'ont toujours impressionné, parce que c'est justement comme je venais d'un cinéma plutôt plastique, plutôt d'art graphique, plutôt de plasticien et de graphiste, aborder un comédien, quand vous faites de l'animation et que vous passez des personnages de papier glacé ou de cellulo ou d'images numériques à des vrais acteurs, c'est tout à fait autre chose. Et finalement, après, j'ai fait des longs métrages où j'ai rencontré des comédiens, j'ai dû diriger des acteurs, beaucoup de comédiennes d'ailleurs. Et en fait, ça s'est toujours bien passé, mais j'avoue que c'était toujours très impressionnant. La confrontation avec les comédiens est quelque chose de très délicat, en fait, hein, et passionnant et exaltant. Mais c'est vrai que j'ai mis longtemps avant de m'y plonger. Voilà. Alors, en même temps, il y a du montage dans vos films. Ah, beaucoup. Mais dans tous les films, il y a du montage. Non, mais c'est pas... Pratiquement, sauf les plans séquences. Et même un plan séquence, ça se réfléchit et ça se travaille beaucoup. Et il y a des faux plans séquences, même dans la corde, Hitchcock, il triche parce qu'on devait changer de bobine. Donc il fallait à un moment donné qu'il trouve un moyen de couper dans le plan séquence. Donc c'est quand même... il y a toujours ce travail. Et en même temps, c'est un montage... Vous êtes, par exemple, ce film qu'on vient de voir, vous êtes dans l'axe. Toujours, j'aime beaucoup ça. Oui. Quand on va voir tout à l'heure, on va voir un autre film que moi j'aime beaucoup, donc Peinture à l'huile, où vous travaillez sur le champ contre... Voilà, alors j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire que là aussi, c'est un vocabulaire que j'aime beaucoup. C'est vrai que j'aime assez les films stylisés. Par exemple, j'ai fait un film qui s'appelle Jean Bave, qui est uniquement un champ contre champ. Oui, voilà. Et celui-ci, c'est exactement ça. Celui-ci, il est frontal, totalement frontal, avec seulement des incursions en gros plan. Il n'y a pas de diagonale, il n'y a pas de... Voilà. C'est aussi pour me... Alors, si on prend... comment j'ai commencé à faire du cinéma, comme j'étais pas très doué, que j'étais pas quelqu'un, j'avais pas beaucoup d'argent, tout ça, donc je faisais des films simples. C'est-à-dire quand vous ne savez pas dessiner, vous ne mettez pas à faire le plafond de la Sixtine, hein, vous dessinez des choses très simples. Moi, comme je ne savais pas faire du cinéma, que j'avais jamais été à l'école pour apprendre à faire du cinéma, je disais faisons simple, puis après on verra. Donc du coup, frontal, c'est très simple, en plus c'est très graphique, c'est souvent très beau une image frontale, quand elle est bien comme là. Alors par contre, ça vous demande à être très exigeant. Par exemple là, j'ai choisi le décor, donc j'ai quand même repéré des lieux, et je voulais un lieu très, avec le côté un peu classique du directoire, des lignes droites comme ça, un sol de marbre et tout ça. Donc là, ça vous oblige à être exigeant dans vos repérages. Vous êtes obligé de repérer des lieux sagement et avec beaucoup de réflexion.
Et une fois que le lieu est bien repéré, votre plan frontal, ça d'autant plus réussi que vous aurez quelque chose de beau à montrer aux gens. Ou alors pas de beau, mais disons de carré, quoi, de bien réfléchi. Donc du coup, voilà, une fois qu'on a choisi le décor, j'ai vraiment choisi en effet ce côté très frontal, sachant aussi que je savais que j'allais le briser par des rayures. Les rayures étant verticales, c'était formidable, quoi, de jouer sur cette frontalité totale. Comme ça, les rayures allaient vraiment séparer les personnages, quoi, les violer presque. Donc du coup, c'était important. Donc vous voyez, c'est toute cette réflexion. Mais moi, je l'analyse maintenant. J'avoue que quand je fais le film, c'est un peu plus spontané, ce que je vous dis là. Hein. Je réfléchis, mais j'espère être un peu moins scolaire que ce que je vous dis là. Oui. D'après ce que vous venez de nous dire sur votre travail avec les comédiens, finalement, vous auriez pu privilégier le cinéma d'animation. Ben, je l'ai fait, puisque comme je vous l'ai dit, je viens un peu de ça. J'ai toujours mélangé. C'est-à-dire que les films que vous voyez ont toujours alterné avec des films où il y avait des acteurs. Mais les acteurs, j'ai mis très longtemps à les faire parler. Alors c'est aussi mélangé avec ce que je vous disais, c'est comme j'avais des caméras muettes, donc on ne pouvait pas toujours les faire parler facilement, parce que la technologie du cinéma fait que le son est venu tardivement. Même les caméras d'amateurs, quand on était jeune, n'étaient pas obligatoirement sonores. Donc c'était plus facile de ne pas les faire parler, tout bêtement. Hein. Et après, quand j'ai pu les faire parler... c'est quand même plus compliqué techniquement à mettre au point et tout ça. Donc c'est vrai que le son pour moi est venu après pour faire parler les acteurs. Mais c'est vrai que l'animation m'a toujours attiré beaucoup. Puis l'animation, quand vous avez... Alors c'est très bête, mais c'est ce qu'on dit d'Hitchcock. On disait qu'il aimait les comédiens, mais qu'il les utilisait comme des marionnettes. C'est vrai qu'un animateur, c'est un peu Dieu. Il fait tout ce qu'il veut. Il a une marionnette, il la bouge, il la tord dans tous les sens et tout ça. Il en fait ce qu'il veut. Alors qu'un comédien de chair et de sang, c'est plus difficile. Et les rapports, souvent, metteur en scène, réalisateur, metteur en scène de théâtre et comédien, sont parfois très violents parce qu'en effet, on se heurte à l'humain, quoi. Donc, c'est pas facile. Et c'est vrai que quand on fait de l'animation... Vous avez vos crayons de couleur, vos images, vos pixels numériques, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Ils ne vont pas gémir et ce n'est pas eux qui vont se rebeller contre vous. Voyez-vous ce que je veux dire, quoi. Donc c'est vrai que le travail avec les acteurs, vous ouvrez la porte à autre chose de beaucoup plus ambigu, de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus... la psychologie rentre en ligne de compte, c'est passionnant, c'est génial. Mais moi, je m'y suis mis et c'est un travail formidable. Hein. Mais le cinéma englobe tout ça. Obligatoirement, mais j'aime beaucoup l'animation, ça je le dis honnêtement, mais ayant fait beaucoup de films avec des acteurs, j'y ai pris goût et j'ai envie de refaire des films avec des comédiens, c'est évident, parce qu'il y a autre chose, il y a une autre dimension, et puis on peut pas raconter que des histoires en animation, quoi.